Alors salut, on va faire une petite vidéo là, comme je viens d'ouvrir la chaîne, je viens d'activer une chaîne sur l'hébraïque, enfin je l'avais appelé comme ça, je l'avais mis en préparation. Donc là, ça fait un petit moment en plus je suis certaines personnes, mais j'avoue celui que je préfère là en plus comme il est jeune, fait partie bien à peu près de ceux de ma génération. Je sais pas quel âge il a, peut-être la trentaine, ou peut-être un peu moins, je sais pas du tout, c'est vrai que j'arrive pas trop à les situer au niveau de l'âge. Euh, En fait, notre ami linguistique, je vais l'utiliser en fait beaucoup sur ma chaîne avec beaucoup d'autres qui vont arriver, mais on va commencer en fait avec pas mal de choses sur l'orthographe. Regardez sa chaîne en vrai. Cette personne, je trouve qu'elle est très bien pour amener les choses vis-à-vis des contextes sur le vocabulaire, comment un peu un langage est créé ou comment dire même est réformé par moment, après ça dépend. En fait, il explique bien l'évolution euh, comment dire, des langages, parce que c'est complexe, hein, ça va très très loin, donc c'est vrai que bon, je sais pas combien de langues il maîtrise, mais en tout cas, il maîtrise très bien le sujet avec la langue française. Donc pour nous, c'est très bien. On va suivre une petite vidéo en fait où j'ai mis un petit commentaire ici, mais j'ai été inspiré un peu plus en la regardant, qui est totalement liée en fait à sa vidéo sur la réforme d'orthographe, sauf que là, on va dire, elle est plus banalisée, elle est bien plus simplifiée dans les explications, parce que sa vidéo sur la réforme d'orthographe est vraiment approfondie sur justement les différents langages, certains mécanismes, et il rassure toujours en fait, parce qu'il y a des gens à chaque fois, ils amalgament pas mal d'éléments. Alors, euh, la voilà. Donc on va l'écouter, elle dure 26 minutes, mais on va pas mettre les 26 minutes, on va mettre à peu près les parties essentielles que je voulais amener moi vis-à-vis de la chaîne, et par rapport justement à comment les gens se sous-estiment et surestiment souvent les établissements, ou le fait que justement ils ont une méthode d'amener la sélection de manière très 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 mal faite en fait. Donc on va amener ça ici dans cette partie à débattre. A été relayé comment dire, dans les journaux. Je pense à Libération, je pense au Monde, mais également à d'autres. Alors je vais la mettre au début. Bonjour, alors petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un truc que j'ai vu dans les médias, qui a pas mal été relayé comment dire, dans les journaux. Je pense à Libération, je pense au Monde, mais également à d'autres journaux qu'on peut consulter en ligne, hein, du coup. Enfin bon, voilà. Alors du coup, il s'agit de plusieurs articles qui concernent le fait que le niveau en dictée aurait baissé, aurait complètement chuté, catastrophique, on ferait le double de faute, etc. Alors si jamais vous n'avez pas vu passer ça, c'est pas très grave, parce qu'en fait, les médias, la semaine dernière, parce que du coup c'est surtout la semaine dernière que ça a popé, ils étaient quand même pas mal occupés à couvrir l'élection d'un président d'un pays qui n'est pas le nôtre sur un continent qui n'est pas le nôtre, enfin bref. Et du coup, ouais, on a été tellement noyés sous Trump que c'est complètement. Beaucoup sont passés à côté. Mais il y en a beaucoup qui sont pas passés à côté du tout et qui en ont profité pour laisser des petits commentaires. Alors juste, quand vous voulez taper sur des jeunes parce que ils écrivent mal et tout fout le camp, essayez vous-même de pas faire de fautes, ou alors abstenez-vous de comment dire, de vous lamenter sur le niveau des jeunes si vous-même vous n'avez pas un niveau très bon d'orthographe. D'habitude, je tombe pas dans la grammatica, moi, je tombe pas dans l'attaque sur l'orthographe, mais là, quand même, c'est juste une question de cohérence. Hein. Vous pouvez pas critiquer ceux qui écrivent mal si vous-même vous ne savez pas faire, comment dire, des phrases sans faire de faute, hein, parce que sinon, c'est un petit problème de cohérence. Bon, là, c'est juste parce que j'ai lu les commentaires Facebook et que j'aurais pas lu, enfin, comme d'habitude. Alors, bref, en gros, les articles exprimaient le fait qu'on ferait beaucoup plus de fautes dans les dictées aujourd'hui qu'en 1987, parce que l'étude, en fait il y a une étude qui vient de sortir qui compare les chiffres de 2015 avec les chiffres de 2007 et les chiffres de 1987. Alors ce qui a beaucoup été repris dans les journaux, ce sont les chiffres de 1987, et c'est vrai, quand on lit l'étude, c'est vrai que ça met en avant que on fait plus de fautes aujourd'hui qu'on faisait de fautes en 1987, c'est vrai. Alors il y a plein d'explications à cela, elles n'ont pas vraiment été énoncées dans les articles que j'ai vus, sauf peut-être Le Monde qui en a parlé. Libération, je crois aussi. Le fait est que
déjà pour commencer, le niveau d'orthographe a baissé entre guillemets aussi parce que le temps dédié à l'orthographe a baissé. Si vous rajoutez des matières sans augmenter le temps quotidien d'école, qui est déjà incroyablement grand, hein, c'est un des pays d'Europe où on a le plus d'heures d'école par jour, bah forcément vous êtes obligé de réduire le temps alloué à certaines matières, et notamment en orthographe. Alors ce temps d'orthographe, il a été troqué notamment pour rajouter des langues vivantes. En 1987, il n'y avait pas énormément d'établissements du primaire qui avaient des langues vivantes. Aujourd'hui, en 2015, la plupart des établissements ont inclus au moins l'apprentissage de l'anglais ou de l'allemand. Alors du coup, on peut déjà élaborer un constat. Est-ce qu'il faut qu'on ait autant d'heures d'orthographe, c'est-à-dire qu'on rétablisse le nombre d'heures d'orthographe qu'on avait en 1987, ou est-ce que c'est bien aussi d'avoir des enfants qui sont ouverts à une autre langue que la leur? Déjà là, ça peut être un débat qu'on peut avoir. Ensuite, il faut quand même relativiser sur les données de l'étude, parce que ce qui n'a pas souvent été mis en avant, dans les articles que j'ai pu voir passer, ou dans les commentaires que j'ai pu voir passer, c'est tout simplement le fait qu'en 1987, l'étude ne concernait pas exactement le même échantillon qu'en 2015. Une donnée simple, alors l'échantillon à peu près pareil, il y a entre 2000 et 4000 élèves. Le problème, c'est qu'en 1987, cela concernait uniquement les établissements du public, sans qu'on puisse savoir de quel type d'établissement il s'agit. Ça, c'est déjà une chose. Alors qu'en 2015, on sait que l'étude a été réalisée sur le public, le privé et sur les zones d'éducation prioritaire. Les zones d'éducation prioritaire, ce sont les établissements dans des zones à difficulté, en fait. Typiquement, ce seront aussi des zones où on aura beaucoup plus de populations issues de l'immigration, donc beaucoup plus d'élèves dans le primaire dont la langue maternelle n'est pas le français, voire des élèves qui sont arrivés en cours de route à l'école et qui ont dû apprendre à écrire ou à lire le français qui n'est pas leur langue sur le tard. Forcément, il faut le prendre en considération puisque le niveau d'orthographe de quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle et qui est arrivé en France vers ses 7 ou ses 8 ans, ce ne sera pas du tout le même qu'un Français né en France, de langue maternelle française, dans un quartier uniquement francophone, etc. Enfin bref, je ne fais pas de dessin, vous voyez en gros où je veux en venir. Alors ça déjà, c'est quand même très important. Alors dans l'étude, souvent quand on compare 87 à 2015, effectivement ils mettent les établissements privés de côté puisqu'ils veulent rester représentatifs. Par contre, les zones d'éducation prioritaire, ce sont des établissements publics la plupart du temps. Et forcément, elles sont incluses dans l'échantillon public. Et donc forcément, ça induit à une augmentation du nombre, statistique d'erreurs liées aux dictées, mais pas pour les raisons, c'est pas parce que les élèves en foutent moins, c'est tout simplement parce que dans ce cas-là, on inclut également dans l'échantillon des gens qui, de par leur situation sociale, par leur histoire, de par leur situation linguistique, sont plus en difficulté vis-à-vis du code écrit, vis-à-vis de l'orthographe française. Alors ensuite, on pourrait aussi parler du simple fait que cette étude ne concerne que la métropole, qu'en 87 en tout cas, on n'avait aucune donnée sur la classe sociale ou sur les régions, en tout cas j'en ai pas trouvé. Et sur l'étude de 2015, on a effectivement quelques données sur les classes sociales, donc sur les origines sociales des élèves, mais on n'a pas de données sur les régions, et pourtant ça pourrait être quelque chose de très important, puisque dans les régions les plus pauvres et les plus ouvrières, le niveau est plus bas, tout simplement parce qu'il y a moins accès à l'éducation, moins accès à la culture, moins accès aux etc. Ça pourrait être également des zones où il y a un certain bilinguisme, ou alors dans ce cas-là, la situation pourrait être également un peu différente. Enfin bref. Alors par contre, il y a quelque chose qui est vrai, qui était déjà vrai en 87, mais qui, a priori, selon l'étude, mais qui l'est encore plus en 2015, c'est que l'écart s'est creusé entre les bonnes familles et les mauvaises familles. Alors, je vais m'expliquer, il ne faut pas voir ça d'une façon péjorative. Donc en gros, ce que j'appelle les bonnes familles ici, ce sont professions intellectuelles, professeurs, universitaires, cadres supérieurs, des gens qui ont fait des études, les ingénieurs aussi, les médecins. Mais la bonne droite. Voilà. Typiquement, les gens de ces classes sociales-là, quand ils ont des enfants, ces enfants-là ont plus d'accès à les devoirs, que ce soit par leurs parents, parce qu'ils sont dans la capacité de les aider, tout simplement parce qu'ils ont un niveau scolaire qui peut être meilleur, et donc des meilleures capacités à comprendre et à expliquer à leurs enfants les problèmes qui se posent dans leur scolarité. Mais également, tout simplement, ils peuvent payer quelqu'un pour les devoirs, parce qu'ils en ont les moyens. Ils sont également plus intéressés à la culture, ils sont plus à même d'emmener leurs enfants au musée, ou tout simplement de les intéresser à la lecture, voire de leur donner des livres. Donc le besoin lié à la lecture n'est pas le même, il est plus important que dans les autres classes. Donc en gros, ce que j'appelais les mauvaises
les mauvaises familles, entre guillemets, hein, enfin, c'est un très mauvais terme, j'en conviens, c'est tout simplement les populations, les ouvriers, les agriculteurs, les chômeurs, je sais pas, les familles monoparentales, etc. Enfin bref, les familles aux conditions de vie plus modestes. Ce sont des gens qui ont probablement moins le temps ou moins les capacités de s'occuper des problèmes liés à leurs enfants. Quand je dis capacité, c'est tout simplement que lorsque vous êtes immigré, pour vous, ça peut être difficile de vous occuper de l'aide aux devoirs et de l'école comment dire, de vos enfants, des problèmes liés à l'école de vos enfants, tout simplement parce que vous ne parlez peut-être même pas la même langue que cette école. Et même si votre enfant est scolarisé en français, vous ne s'est pas dit que ce soit votre langue maternelle et que du coup vous soyez à même de répondre comment dire, à leurs questions concernant la langue. Donc forcément, fatalement, ça peut poser des problèmes d'équilibre au niveau de la maîtrise du code orthographique. Hein. C'est-à-dire que, enfant d'immigrés, si jamais vous posez des questions concernant l'orthographe du français à vos parents qui ne parlent pas la même langue, bah, c'est pas la même chose que lorsque vous êtes une profession intellectuelle, un enfant d'une famille d'une profession intellectuelle qui pose des questions de français à ses parents, qui eux maîtrisent bien le code écrit et qui peuvent lui répondre. C'est pas du tout le même paradigme. Bah oui. Et sinon, tout simplement aussi parce qu'il n'y a pas le même surtout qu'il y a les acquis, comme je dis, des anciens, en fait, puisque dans cette même famille qui a déjà un acquis, on va dire, ces enfants, ils vont naître déjà dans la bonne connotation, ils vont naître, en fait, déjà, ils vont être déjà, avoir une structure au fur et à mesure en grandissant. Et après, ça ne reste qu'à réguler ceci ou cela, finalement. Mais dans une famille, comme il l'explique justement, où c'est simplement les événements, comme on dit. Donc bien sûr que le temps que eux-mêmes s'adaptent pour que leurs enfants naissent comme ceux qui ont eu ces acquis, il y a ce qu'on appelle avoir les moyens de donner l'éducation, parce que dans un quotidien sur 24 heures, vous ne vous rendez pas compte tout ce qui se passe quand on n'a pas les moyens. Et en plus de ça, on a tendance à plus courir, perdre vraiment des heures que les autres ne perdent pas, finalement. Vous comprenez? Ça, c'est parce que justement, dans notre système, il y a d'autres problèmes qui sont à tenir en compte. Accès à la culture, souvent des familles plus pauvres. Qui est lié à la discrimination et au phénomène aussi de ce qu'on entend en ce moment sur les est-ce qu'il y a des complots, est-ce qu'il n'y en a pas, etc., etc. Bon, il suffit de voir qu'est-ce qui prolifère. Pauvres, plus ouvrières, sont également plus à même d'être plus rurales, donc avoir moins d'accès à la culture de manière générale, et avoir moins accès aux bibliothèques et aux livres, voire pour qui la lecture n'est pas du tout fondamentale dans la vie de tous les jours. Contrairement à quelqu'un qui serait professeur, par exemple, une famille de professeurs, ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler ou voire de vivre avec des livres. Une famille. En fait, je vais arrêter, je vous conseille la vidéo, mais je vais arrêter là-dessus. C'est-à-dire que là, en vrai, ce que j'essaye de mettre en avant là, dans cette vidéo avec l'approche que j'ai, c'est que finalement, on s'en fout on va dire, des lacunes d'orthographe, puisqu'il y a des personnes, je vous dis, qui connaissent les règles, mais ils n'ont jamais écrit, alors qu'ils étaient bons dans les règles. Vous en connaissez sûrement. Il y a des gens, ils ont plus de la moyenne dans tout ce qui est français, mais dès qu'ils arrivent à l'orthographe, ils n'appliquent pas. Ils n'appliquent pas les règles parce qu'ils n'ont pas le temps. Il faut qu'ils se relisent plusieurs fois, puisqu'ils n'ont pas eu cette pratique. Comme sûrement ce jeune homme, comme il le dit dans la vidéo, arrivé à l'âge de 14 ans, il a commencé, puisqu'il a pratiqué lui aussi, 14 ans, vous savez ce que ça veut dire? Quand on arrive entre 9 et 10 ans, on arrive en 6e. Hein. Ok? Après, ça dépend on est en janvier, décembre. On voit une année de décalage, mais en vrai, c'est la même chose, c'est un mois après. Donc, c'est pour ça que je dis ça, c'est que ça dépend quand on arrive en 6e. Donc, qu'on ait redoublé une fois ou pas d'ailleurs. Ou qu'on ait eu une classe d'avance, par exemple. Donc après, il y a des petits phénomènes comme ça sur certains élèves. Mais bref, en grosso modo, ce que j'essaie de dire par là, c'est que c'est pas un mal en soi à cet âge. C'est pour ça que je dis qu'il faut arriver à une spécialisation. Donc ça, c'est dans le collège qu'on essaie de nous mettre dans la tête qu'il faut commencer à indirectement, quand je dis ça, c'est toujours dans le principe de comment on se projette plus tard, à quoi on est attiré, quel métier, quelle sensibilité on a déjà dans notre propre futur, puisque justement, que ce soit socialement ou non, l'être humain, il n'est pas fait pour rester comme ça.
Vous comprenez? Il est obligé d'acquérir des choses. Et il est là tout le malaise aujourd'hui dans le moyen, en fait, finalement, de donner de l'énergie pour ce qu'on a en retour. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que dans la manière dont ils sélectionnent dans les établissements et la manière finalement qui est dominée par on va dire, nos industriels, ceux qui apportent les technologies, les moyens, etc. Donc tout cela, en vrai, bah, c'est eux qui tiennent on va dire, l'équilibre de ces phénomènes qu'on parle là depuis tout à l'heure et qu'on reviendra dessus. Donc, c'est lié à notre économie, de notre énergie vis-à-vis du temps passé. Et justement, la manière dont on sélectionne les personnes, vu la structure de base. Vous comprenez? Elle est très, 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 très hardcore. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont être sensibilisés, qui vont avoir honte parce qu'ils font beaucoup de fautes. Moi, je vous assure une chose, Madame Trapon en sixième, elle m'arrêtait, hein, tout le monde faisait des dictées, moi elle m'arrêtait à un quart de la dictée. Parce que déjà à un quart de la dictée, je n'arrivais pas à atteindre la moyenne, j'allais même jusqu'à 32 fautes. Ok? Des dictées de 16e, de classe de sixième dans les années 90. Ok? Donc c'est 90-91 l'année scolaire. Comme ça, vous relativisez bien le phénomène. Donc pour ceux qui savent encore comment ça a évolué, etc., dans les collèges, bah là déjà on peut avoir une notion d'idée. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc au bout du compte, moi aujourd'hui, bah, comme je me mets, c'est un exemple parfait, comme je me mets à pratiquer l'écriture, je m'améliore en prenant conscience ce que lui il a fait en fait entre l'âge de 10 ans et 14 ans. Eh ben moi je l'ai fait là pendant ces 4 dernières années, on va dire, et surtout ces 2 dernières années, puisque je rentre depuis 2 ans, plus de manière même abstraite, dans l'application, c'est-à-dire à virtualiser un peu l'observation, à me voir dans l'application et le fait de le mettre en action. Donc déjà, quand je pratique sur ma chaîne, bah, ça me permet justement d'améliorer les deux en même temps. C'est-à-dire que quand j'écris à chaque fois, bah, mon texte, quand vous revenez, il se modifie, je complète. Donc ça va avec justement tous mes ressentis sur une équation à développer et en même temps d'y mettre simplement les points essentiels de toutes les primitives de ce qui est en interjection, de tout ce qu'on sous-entend finalement. Vous comprenez? Donc du facile au compliqué. C'est pour ça que le lexique est très très important à maîtriser pour pouvoir se permettre, après comme il dit, se permettre de dire bon les élèves machin, hein, parce que tout le monde fait des fautes. Il y a une évolution constante. Jusqu'au jour où on créera, comme je vous ai dit, un dictionnaire fini dans tous les temps. Mais c'est le but grâce aux mathématiques. C'est ça qu'il faut que vous réalisez. Et tout le monde le dit. Hein, le langage, l'alphabet est lié aux mathématiques parce que justement, on sait que d'avance, il y aura tellement de choses à décortiquer, à caractériser avec des mots, des principes, etc., qu'il ne faut pas que les lettres alphabétiques se gênent dans les domaines. Hein. Vous savez que par exemple dans les pharmacies, dans la pharmaceutique par exemple, ben, on rencontre les élèves ils rencontrent beaucoup de mêmes mots complexes, mais finalement qui ont les mêmes syllabes. Hein, vous voyez, donc il y a un traitement aussi là-dessus pour faciliter dans l'évolution même, au fur et à mesure de ce qu'ils vont découvrir, sachant qu'il y en a encore énormément. Donc vous comprenez, il faut qu'à un moment donné, ça ne crée pas de doublons ou d'erreurs, il faut que ça soit homogène dans les facteurs, pour toujours avoir cette facilité de rentrer dans le compliqué. Qui est lié au mécanisme. Hein. Donc voilà, là je vais arrêter un peu là-dessus, mais c'est ça qu'il faut retenir. C'est que finalement, le conjugué ne peut pas être acquis seul avec une petite partie d'un lexique. Okay, sinon, eux, ils vont avoir du mal en fait à être entourés de gens qui sont encore dans le lexique parce que ça va les perturber. Ils voudront leur mettre directement le conjugué dans la tête. Et c'est pas possible. On sait très bien que ça, c'est le problème, justement. Quand on est là pour apprendre à quelqu'un, c'est qu'on doit avoir sa singularité. Un professeur aujourd'hui, bon, c'est vrai que 30 élèves déjà en moyenne, c'est énorme, mais il doit apprendre à gérer sa classe et à voir la singularité, la synthèse de chaque élève,
pour pouvoir les toucher au bon moment pendant l'année et les amener en fait comment dire, d'eux-mêmes à se concurrencer dans le bon sens et ne pas être intimidé ou avoir des animosités, etc. Bien au contraire, vous comprenez? C'est vraiment, on casse cet aspect-là. On amène la chose de manière naturelle et voilà, il reprend simplement, toi déjà tu dis ça dans leur incohérence, etc. Et puis tac, la personne après elle va s'ouvrir d'elle-même au fur et à mesure. Et on le sait, on l'a déjà remarqué avec certains profs et par moments. Donc bien sûr que pour les profs c'est pas facile parce qu'ils corrigent énormément, ils font beaucoup de travail euh, à côté quoi. Donc bon voilà, après comme je dis, chaque professeur amène sa touche. Il y a plusieurs formes et c'est ce qui est bien aujourd'hui, on va dire, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que le programme, il est toujours là, mais on l'amène de manière à être plus performant pour que quand l'élève se retrouve dans justement après les établissements, une fois qu'il sort de l'école et qu'il rentre dans le domaine du travail, il remarque que tout ce qu'on lui a appris dans l'école, ça n'a plus rien à voir. Et d'ailleurs, il est là le problème aussi. C'est pour ça que je lui dis qu'ils avaient déjà pensé un peu à ça, nos dirigeants finalement, qui eux-mêmes à se demander s'ils ont réellement toutes les capacités à pouvoir, comment dire, à pouvoir donner des exemples ou à se fortifier face à des moments corrompus, par exemple, ou carrément aliénés. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est très bien, parce qu'il les remet à leur place, ceux qui sont vraiment déplacés. Après, on comprend que ça pique les yeux, que ça les perturbe de voir des tâches comme ça sur l'orthographe. Mais franchement, est-ce que c'est le sujet au moment où on dialogue avec une personne? Non, on n'est pas là en train de faire un cours ou se rétablir ou de dire, voilà, toi, cherchez. Vous savez qu'il y a de tout. Vous insultez vos ancêtres, quelque part, parce qu'au début aussi, hein, et il y en a encore aujourd'hui, hein, dans des patois, dans des villes en France, où les gens, bah, au damoui pour dire oh mon Dieu, quoi. Mais bon, ça, vous faites abstraction à ce moment-là de ça, parce qu'en vrai, de vrai, vous n'êtes pas intelligible, vous avez une foi intellectuelle qui est totalement aliénée sur ce point. Attention, je ne parle pas de la personne en général. Jamais d'ailleurs, c'est toujours sur les points. Donc bien sûr qu'après, c'est en fait des choses qu'on a et des choses qu'on n'a pas, ou plus ou moins, etc. Bref, donc j'arrête sur ce sujet-là parce que ça me tenait à cœur aussi pour mettre un peu les hauts là sur ce qui va venir et en même temps c'est bien pour rassurer certaines personnes parce que nous, notre but c'est de gagner aussi ces gens-là. Ça fait profiter en même temps, on va dire, d'épanouissement et puis de petits déclics qui sont très importants dans la vie de tous les jours. Ça donne un élément important à notre bagage déjà qu'on a, ça le complète. C'est des choses qui sont complémentaires. Donc bah, je vous dis à bientôt. Et je mets la vidéo sur la chaîne comme je vous ai dit que je viens d'ouvrir. Regardez sa vidéo et vous allez voir, bon il y en a plusieurs, mais comme ça vous comprendrez mieux. En fait, il en a deux. Je vais mettre d'ailleurs celle qui est la réforme d'orthographe. Je l'avais mis sur l'autre chaîne aussi, qui sont en rapport, on va dire, avec la métamatique de toutes mes chaînes. Donc voilà. Bah, je vous dis à bientôt.